Donc, je vous propose que je commence directement à vous présenter un petit peu ce qui va arriver. Les gens, ça va faire venir, les derniers arrivants. En tout cas, merci d'avoir pris un petit peu de temps pour venir écouter ce qu'on a à dire. Aujourd'hui, on va parler d'animation de communauté. Je sais que c'est un sujet qui attire beaucoup de monde. À chaque fois que j'en parle, ou souvent quand je fais des petits sondages pour savoir quels sont les sujets qui vous intéressent le plus, c'est souvent le côté animation qui revient. Je pense qu'on a tous un peu cette peur quand on gère une communauté, que tout le monde se regarde dans le blanc des yeux et qu'il n'y a rien qui se passe, ou qu'on lance des projets et que tout le monde soit un petit peu en dilettante à savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire. Euh, donc voilà, à partir de là, je me suis dit que quand Hugo m'a dit qu'il pouvait parler de ce sujet, j'ai sauté sur l'occasion. Moi, j'en avais parlé un petit peu il y a quelques mois, l'année dernière. J'en avais pas parlé dans ma newsletter. Je pourrais vous envoyer aussi ce que j'avais fait, mes petites recherches. Mais Hugo, voilà, tu nous expliqueras un petit peu plus en détail comment est-ce que tu as fait tes petites recherches, etc. Mais il me semble que toi, tu es allé chercher quand même pendant quand même plusieurs mois, plusieurs années, euh, sur différents types de communautés, comment fonctionnent les animations pour ces communautés-là. Tu en as d'ailleurs sorti un bouquin qui s'appelle Faire Tribu, que j'aurais bien aimé vous montrer, mais je suis pas chez moi, donc je ne peux pas vous le montrer, mais en tout cas, je l'ai et ça va être mon projet de l'été à lire. Et du coup, ben voilà, Hugo, il va nous expliquer un petit peu le résultat de ses recherches et ben, voilà, comment est-ce qu'il a réussi à transposer peut-être les choses qu'il a pu découvrir sur des techniques d'animation communautaire. Euh, voilà. Bah écoute, je peux commencer à te proposer d'enchaîner, Hugo. Est-ce que tu veux prendre la main? Carrément. Déjà, merci Clément pour l'invitation et merci à toutes et tous de venir là et de partager ce moment-là entre midi et 13h. Comme Clément l'a introduit, moi aujourd'hui, mon métier, j'ai la chance d'avoir comme métier d'être explorateur de communauté. J'ai préparé un petite slide pour rythmer cet échange. Top. Mais globalement, est-ce que là, vous voyez bien mon écran? Alors, normalement, moi, je dois pouvoir faire des choses. Ouais, normalement, vous devez tous bien voir. Moi, c'est OK chez moi, en tout cas. Génial. Et donc, pendant cette petite heure qu'on va partager ensemble, le but, ça va être d'aller explorer comment mieux faire communauté, comment on peut aller chercher au travers d'un peuple autochtone, au travers d'un monastère, au travers d'une école dans la forêt, des principes qui nous donnent nos communautés, qui mêlent le virtuel et le réel, comment on peut s'inspirer de ces communautés-là pour mieux animer nos propres communautés. Ces apprentissages, ces principes que je vais vous partager là tout au long de cette heure, ils ressortent d'une longue exploration que j'ai faite pendant un peu plus d'1 an, dans laquelle je suis allé m'immerger dans toutes ces communautés. Voilà, j'ai vécu 1 mois dans un monastère, je suis allé vécu pendant plusieurs semaines chez les Samis, le dernier peuple autochtone d'Europe. J'ai vécu dans un refuge solidaire, c'est un refuge qui accueille des personnes en situation d'exil. J'ai enseigné dans une école dans la forêt. Enfin bref, j'ai essayé d'aller voir comment toutes ces communautés fonctionnaient. Et de ça, j'ai essayé de voir dans toutes ces communautés, dans toute leur diversité, quels étaient leurs points communs et qu'est-ce qui faisait que parfois ça fonctionnait et que parfois ça ne fonctionnait pas. Et de ça, de toutes ces observations, j'ai abouti à 10 principes et 10 principes que je suis allé tester dans des communautés de notre quotidien, des communautés dans des entreprises, des communautés de quartier, des communautés qui en fait forgent nous notre quotidien et surtout quand on est animateur, animatrice de communauté comme vous, qui est en fait notre métier, et de voir en fait qu'est-ce qui pouvait nous aider à aller mieux animer, à créer vraiment un vrai collectif pour remplir ces objectifs communs qu'on se donne lorsqu'on présente une communauté. Et aujourd'hui, sur ce live, j'aimerais peut-être vous partager 5 grands principes qui sont pour moi un peu essentiels lorsqu'on parle d'animation de communauté. Et pour chacun des principes, on ira s'inspirer d'une communauté. Et ensuite, le but, c'est d'aller voir, vous, dans vos propres communautés, en quoi ça résonne.
Le but, c'est de se dire, OK, bon, bah, je me suis inspiré de ça, il y a un principe avec des valeurs scientifiques derrière, mais moi, qu'est-ce que ça fait dans ma communauté? Et le but, c'est qu'on là, on est un peu plus de 15 à se partager cette heure ensemble. Bah, comment on peut s'inspirer aussi des uns et des autres pour aller apprendre sur ces différents principes? Donc, en gros, ce sera quand même beaucoup interactif. Et donc, pour partir dans cette exploration, moi, j'aimerais vous partager un premier principe. Et ce premier principe, c'est pour moi la base de toute communauté. C'est de se dire que chaque communauté que j'ai pu rencontrer, il y avait toujours ce diptyque, ce tandem de la mission et de la vision. Et ce tandem, il était parfois pas toujours compris ou pas toujours mis en avant au sein des communautés. Tout d'abord, la vision. La vision, c'est quoi? La vision, c'est l'idéal que le collectif veut mettre en place. C'est en gros le monde qu'on veut voir advenir. Lorsque on rejoint une communauté, lorsqu'on rejoint un groupe, eh bien, c'est souvent pour se dire, OK, j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie de participer à quelque chose de plus grand que moi, je ne peux pas y arriver seul, et donc c'est avec ce groupe-là que je vais y arriver. Ça, c'est la vision. Et ensuite, à côté, il y a la mission. La mission, c'est comment la communauté souhaite faire advenir sa vision. C'est, en gros, si la vision, c'est le monde que veut voir advenir, la mission, c'est le chemin pour y arriver. Et ce que j'ai remarqué dans les communautés qui fonctionnaient, c'était que c'était très clair quelle était leur vision et leur mission. Et surtout, c'était très clair de si la personne souhaitait entrer dans la communauté pour la vision, mais que la mission ne lui parlait pas, eh bien, il savait comment rediriger cette personne vers une autre communauté et de ne pas accepter que toutes les personnes rentrent dans leur communauté, sachant que la mission ne va pas leur plaire. Et pour ça, j'aimerais vous donner un exemple. C'est les frères de l'abbaye de Lérins. Là, vous voyez une petite photo de l'abbaye de Lérins. Je vais tout de suite vous le dire totalement transparent. Moi, je ne suis pas du tout croyant, mais j'étais toujours assez fasciné par le monde monastique et me dire comment on arrive à perpétuer un mode de vie si traditionnel, si spécifique pendant autant de siècles. Par exemple, là, les frères de l'abbaye de Lérins, ils sont sur cette île depuis le IVe siècle. Depuis le IVe siècle, ils sont sur cette île qui a quelques encablures de Cannes et ils perpétuent ce mode de vie monastique au travers notamment d'une devise qui s'appelle Ora Illabora, qui veut dire prie et travail. Et pour eux, leur quotidien, c'est donc prier et travailler 7 prières par jour, qui est rythmé ensuite par le travail entre ces différentes prières. Et donc, ils travaillent la vigne avec du superbe vin, ils font de l'huile d'olive, ils font également de la liqueur. Enfin bref, c'est prier et travailler. Et donc, je me suis posé la question quand j'étais dans ce monastère, mais qu'est-ce qui fait qu'ils arrivent à perpétuer ce mode de vie monastique et qu'est-ce qui fait que les personnes, lorsqu'ils y rentrent, arrivent à être autant engagées? Lorsqu'on s'engage au sein du monastère, on s'engage à vie. Et en fait, c'est en discutant avec le père abbé, le père c'est un peu le chef de la communauté, et il m'a expliqué que en fait, ça faisait plusieurs fois qu'il y a une personne qui rentrait dans la communauté et qui finalement décidait de ne pas y rester. Et cette décision, bien souvent, elle était prise par la personne, mais elle a été encouragée par la communauté. Elle a été encouragée pourquoi? Parce que la personne, la vision du monde que le monastère partageait, ça lui parlait. Mais en fait, la mission qu'il a ici d'être moine ne lui parlait pas. Et ce que j'aime bien dans cet exemple-là, et ce qui est pour moi important de comprendre, c'est que dans l'exemple du monastère, leur vision, si je la simplifie, c'est créer un monde fraternel relié à Dieu. Et en fait, cette vision-là, il y a plein de manières d'y advenir. On peut créer une association, on peut devenir prêtre, dans certaines mesures, on peut créer une famille avec des fortes valeurs catholiques, mais eux, ils ont décidé comme mission d'avoir cette vie fraternelle monastique. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, une personne qui rentre dans votre communauté, qui va toquer à votre porte pour, la vision que vous avez, pour moi, c'est hyper important d'avoir un processus qui permette de comprendre, nous, notre mission, c'est de le faire au travers du monde monastique. Est-ce que vous, ça vous parle? Si oui, embarquez. Et là, vous réservez des personnes véritablement embarquées. Et au contraire, si ça ne leur parle pas, allez leur partager d'autres missions, comme là pour les moines, de devenir prêtre, fonder une famille, etc. Parce que la pire des choses dans une communauté, c'est d'avoir des personnes qui sont là, mais qui ne sont pas réellement engagées. Ou alors, ça c'est le pire, c'est des personnes qui vont s'engager, mais pour vous mettre dans une autre direction
que la direction que vous voulez dans votre communauté. Et donc là, c'est un point qui est pour moi essentiel, c'est d'avoir en tête quelle est notre vision, quelle est notre mission, et ça, de le partager le plus possible au sein de sa communauté. Et donc ça, moi, j'aimerais vous poser une première question à ça. C'est, est-ce que vous, votre vision et votre mission dans votre communauté, elle est clairement définie? Et si oui, comment vous la partagez à vos membres? Comment, dans tout le processus que vous avez dans votre communauté, ils peuvent facilement se renouer avec cette vision et cette mission et de se dire, ah, est-ce que ça, c'est bien la mission qui me parle? Et là, je ne sais pas si c'est possible d'ouvrir le micro, mais normalement oui, ou écrire dans le chat, mais j'aimerais bien avoir vos retours, dire, bon, voilà, comment j'arrive à partager ma mission et ma vision aux membres de ma communauté. Et le but, c'est que ce soit vraiment micro ouvert, donc n'hésitez pas vous n'avez pas besoin de lever la main, appuyer sur votre micro et parler. Ça peut être chouette d'avoir cette discussion-là. Moi, j'ai déjà mes petites idées. Je peux me lancer le temps que je trouve qu'on trouve des personnes qui se chauffent. J'ai tendance, moi, en tout cas, à plutôt bosser sur des projets business. Donc, c'est vrai que la vision et la mission peut être un peu différente de celle dont tu parles, par exemple la communauté dont tu parlais juste avant. Mais en tout cas, moi, je fais travailler mes clients à chaque fois sur les objectifs. Je pense qu'il y en a quelques personnes ici qui doivent déjà entendu avoir parlé du framework Spaces ou du modèle Spaces avec un peu quels sont les objectifs pour moi, Clément, de monter une communauté, quels sont les objectifs pour mon client de monter sa communauté, parce que sans ça, la pérennisation du projet, elle est compliquée. Et puis, d'un autre bord, il y a la même chose du côté des membres, c'est comment est-ce qu'on apporte de la valeur aux membres, comment est-ce que voilà, je pense que ça va être plutôt la mission, ça. Vraiment, c'est comment est-ce que via une offre communautaire ou voilà, le design de cette offre communautaire, on peut répondre aux besoins des membres, quoi, tu vois. Et du coup, moi, c'est vraiment ce côté vision, mission. Alors, je vais être, je suis d'accord avec vous. C'est peut-être ce que vous pensez, mais ça fait très business pour le coup. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je le définis. Et si c'est pas clair, c'est difficile d'avancer pour moi derrière, quoi. Je suis très content d'avoir les avis des autres aussi pour voir s'il y a des avis qui diffèrent. On pourra faire vachement le lien sur, pour moi, qui est le deuxième principe, qui est justement de trouver la bonne intersection entre les besoins de sa communauté en tant qu'organisation et les besoins des membres. Et que là, en fait, c'est au milieu qu'on trouve, pour moi, la proposition de valeur idéale, qui sera du coup la mission. Mais là, c'est de manière globale. C'est en fait, si les personnes elles rejoignent cette communauté-là, c'est d'abord pour une vision et elles n'y rentrent pas, je pense, pour la plupart des personnes, même si, mettons, si on prend les Harley Davidson, on n'y va pas que pour acheter une moto. Lorsqu'on y rentre dans la communauté Harley Davidson, on y rentre surtout pour la vie que partage l'entreprise, l'organisation de Harley Davidson. Il y a Anne-Claire qui vraiment déjà vu qu'elle avait le micro ouvert. Vas-y, je t'en prie, Anne-Claire. Oui, vis-à-vis de la formulation d'une mission et d'une vision, ma communauté, elle est moitié business, moitié hobby, puisque c'est une communauté de podcasteurs. Et donc, me vient naturellement le moyen de l'exprimer, qui est quelle histoire on a envie de raconter. Et que souvent, de raconter un peu une histoire un peu métaphorique de si tous les podcasteurs faisaient si on n'avait plus tel problème, c'est une manière de formuler une mission de manière un petit peu moins éléphant au milieu d'un magasin de porcelaine, parce que parfois ça peut être un peu trop tiré par les cheveux ou un petit peu trop abstrait quand on formule une mission plus théorique. Voilà, c'était une réflexion. Génial. Oui, l'importance du storytelling dans tous ces outils, quoi. Du coup, je vais aller directement sur le deuxième principe parce que tu m'as fait une super passerelle vers ce que j'appelle moi la proposition de valeur. Donc, c'est vraiment ce que tu as expliqué. Il y a d'un côté aller chercher avec son client, là si on parle de la communauté business, aller chercher avec son client, mais en fait, pourquoi vous faites une communauté? Parce que si on fait une communauté, il y a toujours une raison derrière. Et puis, à côté, ces membres, en fait,
mais pourquoi vous venez? Qu'est-ce que vous allez chercher? Et donc ça demande beaucoup d'écoute, ça demande beaucoup, voilà, dans le processus même business, ça demande voilà, des appels et de la compréhension de chacune de ces parties prenantes, parce que moi je dis souvent que le community builder, l'animateur de communauté, l'animatrice de communauté, elle a un métier qui est absolument incroyable, mais aussi absolument difficile, parce qu'on est toujours le trait d'union entre les volontés business, ou en tout cas les volontés d'impact d'une organisation, et puis les volontés personnelles de tous les membres qui font partie de cette communauté-là. Et du coup, il faut toujours réussir à gérer ces deux parties prenantes-là. Et en fait, du coup, pour moi, l'objectif, donc à la fois c'est difficile, mais vous serez pleinement à votre place et vous aurez pleinement le bénéfice de ce que vous faites lorsque vous aurez vraiment un pied dans cette partie prenante qui est votre communauté avec vos membres et un pied dans la compréhension de pourquoi l'organisation réalise cette communauté-là. Du coup, il faut toujours réussir à être entre ces deux-là et de ce trait d'union. Et ce trait d'union, ça passe notamment par la proposition de valeur que vous allez faire, de se dire, bon, bah, ok, voilà, je crée quelque chose qui est entre ce que veut mon organisation et ce que veut mes membres. Et pour ça, moi, j'aimerais vous donner un exemple, c'est l'exemple des pépites vertes. Les pépites vertes, c'est un média qui aide les jeunes à s'engager dans les métiers environnementaux, les métiers à impact. Et donc, ce média, en tant qu'organisation, il avait un objectif, c'est pour ça qu'il a créé une communauté, c'était de 1, d'avoir de la visibilité et toujours plus d'audience, et de 2, d'avoir des belles histoires à raconter. Ça, c'était les objectifs de la communauté. Et d'un autre, il y avait les objectifs de ses membres. En fait, les personnes qui voulaient être dans la communauté des pépites vertes, elles voulaient 2 choses. Elles voulaient premièrement avoir de la visibilité, montrer en fait que ce qu'elles font, eh bien, ça peut avoir un impact sur le monde et donc se sentir valorisées. Et le deuxième point, c'est qu'elle voulait créer du lien. Elle voulait être mise en lien avec d'autres personnes de la communauté pour ne plus se sentir seule dans ce métier. Et donc, ce que le média des pépites vertes a créé, et ce que j'ai trouvé incroyable et très fin en termes d'animation de communauté, c'est que, en fait, comme ils avaient besoin de belles histoires et que d'un autre côté, ils avaient des personnes avec lesquelles ils voulaient raconter leur histoire, eh bien, elle est allée chercher directement ces personnes-là. Les personnes de sa communauté, du coup, devenaient les symboles du média avec lesquels on partageait des histoires, on pouvait les suivre dans leur quotidien et montrer à quel point le fait de faire ce métier-là pouvait avoir un impact. Et donc, ça servait à 2 choses. La première, c'est qu'elle avait des personnes, elle avait tout un vivier d'histoires à raconter, donc qu'elle ne devait pas aller chercher. Et qu'ensuite, ces personnes-là, comme elles étaient mises en avant, eh bien, c'était les premières ambassadrices de ce contenu. Et donc, notamment sur les réseaux, à chaque fois qu'elle partageait quelque chose, eh bien, il y avait un vrai boost de toute la communauté qui allait partager de son côté parce qu'elle soutenait cette personne-là. Et donc, pour la communauté, pour l'organisation, c'était un vrai soutien d'avoir cette communauté, tant en termes de contenu qu'en termes d'audience. Et ensuite, pour la communauté, bien pareil, il y avait ces 2 objectifs qui étaient répondus, puisque comme leur histoire était mise en avant, ils se sentaient valorisés. Et ensuite, le fait que tout le monde partage ces histoires, il y avait une vraie sensation de lien et de sentiment d'appartenance qui était nourrie à chaque fois. Et donc, là, pour moi, c'est un super exemple de se dire que comment, lorsqu'on arrive à écouter ses membres, mais aussi comment, quand on arrive à écouter son organisation, eh bien, on arrive à une proposition de valeur qui remplit les deux. Donc, du coup, on n'est pas ni à sacrifier sa communauté pour son organisation, ou bien, là, c'est bien souvent le cas, c'est sacrifier son organisation pour sa communauté, en disant qu'on met plein de ressources, mais qu'on n'y voit pas le retour sur investissement. Donc ça, c'est 2 cas concrets. Non, c'est un cas concret qui montre vraiment l'importance de trouver sa proposition de valeur. Et donc là, pareil, moi, ce que j'aimerais peut-être vous écouter, parce que je suis sûr que vous avez certainement plein de belles histoires aussi sur ça, c'est en fait comment on arrive à bien écouter ses membres pour aligner les objectifs de son organisation. Comment on arrive à faire le même processus qu'a fait les pépites vertes pour arriver à une bonne proposition de valeur. Est-ce que vous avez des retours d'expérience sur ça? Est-ce que vous avez du retour d'expérience, des histoires sur ce sujet? Je veux voir des micros s'ouvrir parce que là, je suis sûr qu'il y a du monde qui a d'expérience sur ça. M'obligez pas à vous pointer du doigt, quoi. En attendant de voir s'il y a des gens qui répondent, pour info, Hugo, j'ai réussi à passer à un forfait supérieur. On n'est plus limité par le temps parce que juste avant, j'avais un problème d'outil qui faisait que Google Meet était limité par le temps. Mais je fais cette petite parenthèse. Cool. Du coup, je suis de retour. Je pouvais paraître un petit peu
en train de faire autre chose, mais c'est bon, je suis de retour à l'écoute à 100%. Donc voilà, en parlant d'être à l'écoute, alors, comment être à l'écoute des membres? Est-ce qu'il y a du monde qui a quelque chose à dire ou on va se retrouver encore à deux? Difficile de faire bouger les foules. Hugo, toi, comment tu fais? Pour moi, il y a un vrai lien interpersonnel. C'est que être à l'écoute de ses membres à travers un sondage, c'est super pour avoir du quanti. Ouais. Je pense qu'on a besoin de quanti, mais on a aussi beaucoup besoin de quali. Et donc, ça, d'avoir des temps d'écoute, des partages, des petits moments, si c'est en visio, mais des petits cafés, ou alors quand c'est possible de le faire en présentiel, d'avoir des temps en présentiel. Je pense que c'est vraiment indispensable. Et donc, voilà, pour moi, il faut bien gérer le quanti et le quali. Et le deuxième point sur ça, c'est pareil, lorsqu'on va ensuite valoriser, parce qu'une fois qu'on a sa communauté, l'un des gros points, c'est comment on le valorise à son organisation. Et pour moi, là, les deux sont aussi hyper utiles. C'est dire, OK, je peux avoir du quanti sur telle et telle chose, mais pour moi, tout miser sur le quanti, c'est faire une grosse erreur, parce qu'en fait, il suffit parfois de une ou deux belles histoires pour que ta communauté soit largement assez valorisée. Et donc ça, pour le coup, il faut tout noter, avoir du temps avec les personnes pour que ces belles histoires elles puissent remonter et puissent ensuite être partagées au sein de l'organisation. C'est vrai que c'est assez marrant, mais bon, alors évidemment, on peut parler de sondage, on peut parler de quanti, de quali. Il y a même Léo qui nous faisait en message, qui nous disait que pour écouter les membres, il fait des appels plus forme. Et c'est vrai que moi, pour aller au-delà, juste pour avoir une réponse un peu différente aussi, typiquement ce matin, là, j'étais en événement. C'est pour ça que je suis un peu en speed ce matin, vous m'excuserez. Mais du coup, j'étais en événement et je suis régulièrement en événement. On essaye d'en faire à peu près tous les mois, voire plusieurs par mois, en physique, IRL, comme on pourrait dire. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, déjà, ça crée du lien un petit peu plus fort, même dans les communautés online ensuite derrière. Mais ça permet aussi d'avoir des infos de manière un petit peu plus poussée. Tu sais, c'est un peu, ça me fait penser un peu au truc de les gens qui font du télétravail et qui n'ont pas les infos à la machine à café, tu vois. Ça me fait penser un petit peu à ça. Donc, mais c'est vrai que moi, si je devais refaire mon expérience, j'ai tendance quand même à faire beaucoup de quanti, et déjà c'est assez intéressant. Parfois, on se retrouve avec des réponses auxquelles on s'attend pas, ou des priorisations de projets auxquels on s'attend pas. Et par contre, moi, j'automatise pas mal ça. Du coup, j'en ai tout au long de l'année. Notamment, je fais 3 mois après l'onboarding. Souvent, alors, ça dépend des communautés dans lesquelles je l'ai fait. Je l'ai pas fait dans toutes. Mais typiquement, chez Crème de la Crème, par exemple, où j'ai vraiment bossé le truc à fond, 3 mois après l'onboarding, il y a un message qui est envoyé en disant coucou, ça fait maintenant plusieurs semaines que tu es là, qu'est-ce que tu en penses? Et c'est juste un champ ouvert qui permet à n'importe qui de répondre ce qu'il veut. Et derrière, ça permet d'être à l'écoute, et les gens parlent de ce qu'ils veulent dans cet endroit-là parce qu'on ne les biaise pas. C'est assez intéressant. Génial. Et donc là, tu abordes aussi un sujet qui est important, c'est que voilà, ce truc-là de écouter ses membres, c'est pas que à l'onboarding ou que lorsqu'on fait sa strat de communauté, c'est du flux continu, et c'est des feedbacks qui doivent venir à chaque fois au fur et à mesure, même si le moment de l'accueil est important, on en parlera après, mais d'avoir du feedback au fur et à mesure, c'est aussi hyper important. Il y a Julien qui nous dit qu'il nous parle de sondage Google Form régulier, système de suggestion et système de feedback en lead service, un salon, un système de ticket. Ouais, c'est ça. Génial. Il peut y avoir aussi ça sans forcément. Les gens peuvent venir par eux-mêmes dire ce qu'ils en pensent ou faire du feedback, c'est intéressant. Ouais. Il y a William qui dit dans ma structure, j'organise des cafés pour fêter les réussites ou annoncer les grandes nouveautés de manière conviviale, plus informelle. Ça permet des échanges de qualité. Oui, génial. Oui, en effet, d'appeler son café feedback, c'est pas forcément le meilleur point, donc d'en profiter pour, lorsqu'il y a un moment un peu informel, etc., de récupérer ce feedback-là. C'est aussi super pertinent. Génial. On va pouvoir passer au troisième principe que je souhaitais vous partager aujourd'hui. Et on en a parlé, le troisième principe, c'est de soigner l'accueil, soigner l'onboarding. En fait,
ce que je me suis rendu compte dans toutes les communautés dans lesquelles j'allais, c'est que les premiers instants lorsqu'on rentre dans la communauté, ils sont primordiaux. Ils sont primordiaux pour deux choses. La première, c'est qu'on peut faire qu'une seule fois une bonne première impression et que du coup, en fait, ce qu'on va vivre là, il faut vraiment le choyer et c'est ça qui va ensuite rythmer le suite de l'aventure. Et ensuite, le deuxième point, c'est qu'il y a pour moi des bases assez essentielles qu'il faut poser dès le début et qui vont permettre de mieux coopérer, de mieux engager les personnes. Et que si on les pose que 2 mois, 3 mois après, eh bien, on a perdu tout un temps où les personnes ne se sont pas senties à l'aise pour coopérer. Donc, c'est des bases qui sont essentielles à la coopération, essentielles pour faire communauté, qu'il faut passer du coup dès le début. Et donc là, vous le voyez déjà sur les slides, je vous spoil un peu, mais ces bases, pour moi, il y a 3 piliers. Et ces 3 piliers, pas que je sors comme ça de mon chapeau, c'est 3 piliers qui sortent d'une étude scientifique qui a été créée par 2 biologistes, qui s'appellent Gauthier Chapelle et Pablo Servigne, qui sont allés faire une méta-analyse sur la coopération dans le vivant. Ce gros mot, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils sont allés voir plein d'études scientifiques qui étudiaient comment le vivant coopérait, comment les plantes coopèrent, comment les animaux coopèrent, dans les animaux, comment les humains coopèrent. Et de toutes ces analyses-là, ils en ont fait une synthèse et ils ont abouti à 3 piliers qui permettent de mieux coopérer et qui permettent, dans tout le vivant, à chaque fois de créer cette coopération. Et ces 3 piliers sont les suivants. C'est la sécurité, la confiance et la légitimité. La sécurité, c'est quoi? C'est de se dire qu'en fait, on ne peut pas coopérer si on ne se sent pas en sécurité dans la communauté dans laquelle on est. Puisque lorsque on se sent en danger, notre cerveau, notre attention, elle est portée plutôt vers est-ce qu'il n'y a pas un danger qui va m'arriver vers moi? Et du coup, elle ne peut pas être portée à mon attention vers l'autre. Et donc, lorsque on met un sas de sécurité, eh bien, notre attention, elle passe d'une posture de fermeture, à veiller à ce qu'il n'y ait aucun danger, à une posture d'ouverture vers l'autre. Donc ça, c'est un point qui est essentiel. Comment, dès les premiers pas, on peut faire sentir que la personne est en sécurité. Le deuxième point, c'est la confiance. La confiance, c'est de se dire, en fait, coopérer, si je le simplifie en une image, c'est je tends ma main vers quelqu'un et j'attends que la personne l'attende en retour. Et donc ça demande 2 choses. Ça demande d'avoir confiance en soi, mais ça demande aussi d'avoir confiance en l'autre. Et on verra juste après un petit outil, une petite méthode assez pratique pour créer de la confiance. Et enfin, le troisième point, c'est la légitimité. La légitimité, c'était pour moi un gros mot où je me disais, j'arrivais pas à vraiment voir derrière ce qu'il y avait derrière le mot légitimité. Et en fait, je me suis rendu compte que la légitimité, depuis le début, depuis 25 ans, là, j'avais qu'une partie de la définition de la légitimité. Et qu'en fait, il y avait 2 parties à cette définition. La première partie que je connaissais dans la légitimité, c'était être légitime, c'est de se sentir à sa place. Ça, pour moi, c'était clair. Mais en fait, j'ai découvert qu'il y avait une deuxième partie à la légitimité lorsque je suis allé faire des recherches sur comment créer de la légitimité. Et je me suis rendu compte que la deuxième partie était hyper importante, voire peut-être le plus important lorsqu'on anime une communauté. Donc, en fait, être légitime, c'était certes se sentir à sa place, mais c'est aussi et surtout sentir que les autres acceptent la place à laquelle je suis. Et ça, pour un collectif, c'est essentiel. Parce que vous avez beau tout faire pour que la personne se sente à sa place dans le collectif, mais si les personnes qui sont dans la communauté, dans le collectif, eh bien, n'acceptent jamais la place de la personne, alors vous aurez beau mettre tout en place, à chaque fois, elle aura du mal à se sentir véritablement légitime. Et donc, pour créer de la légitimité, pareil, il y a quelques outils. Pour moi, il y a un outil assez marquant qui est l'outil des badges. C'est un outil qui vient des scouts. Je ne sais pas si vous voyez les scouts, mais les scouts, c'est l'un des plus grands mouvements d'éducation populaire dans le monde. Et aujourd'hui, les scouts, eh bien, ils utilisent un outil qui sont les badges et qui permettent de mettre en avant une expérience, une formation en particulier et qui vont permettre de créer de la légitimité parce que ça crée à la fois, lorsqu'on réalise son expérience, sa formation, eh bien, on prend le temps de mettre son badge sur sa blouse et donc on a de la légitimité. Et puis ensuite et surtout, eh bien, une fois qu'on a ce badge, ça montre aux autres qu'on a fait cette expérience, qu'on a fait cette formation et donc là,
on expose aux yeux des autres, eh bien, le fait qu'on a fait cette formation, et donc ça crée de la légitimité. Donc ça, c'est pour le deuxième point. Maintenant, dernier point sur la confiance. La confiance, il y a un super outil que j'aimerais vous partager qui me vient du refuge solidaire. Le refuge solidaire, c'est un refuge qui est situé à Briançon, à la frontière entre l'Italie et la France, et qui accueille chaque année des milliers de personnes en situation d'exil. Et ils ont trouvé un super outil pour créer de la confiance dans ce refuge. Parce qu'il faut aussi imaginer, ce refuge, il y a des centaines de personnes qui y vivent, dedans des dizaines de nationalités, avec à l'intérieur tout autant de cultures différentes. Et donc pour créer de la confiance, qui plus est lorsqu'on a un parcours migratoire assez difficile, et donc du coup, voilà, essaimer d'énormément d'expériences qui peuvent être vraiment confrontantes et extrêmement douloureuses, lorsqu'on arrive dans un collectif, c'est hyper dur de recréer de la confiance. Du coup, ils ont créé un outil qui est assez fabuleux et qui se sert de 2 points assez essentiels de la confiance. La première, c'est que la confiance, elle est intime, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus simple de créer de la confiance à petite échelle avec une personne ou 2 personnes que de la créer à grande échelle, à l'échelle d'un groupe. Et le deuxième point, c'est que la confiance, elle se propage. C'est un peu le dicton, les amis de mes amis sont mes amis. Du coup, si vous arrivez à créer de la confiance avec une personne A et que cette personne, vous savez qu'elle a confiance en une personne B, vous aurez beaucoup plus facilement confiance en la personne B. Donc pour ça, en se basant sur le fait que la confiance soit intime et qu'elle se propage, eh bien, au sein du refuge, lorsqu'une personne arrivait, elle avait d'abord un temps d'onboarding avec une personne dans une pièce. Donc là, elle se sentait en sécurité. Et une fois qu'elle avait ce temps-là, elle avait 1 heure pour discuter avec elle et pouvoir créer de la confiance avec la personne. Et une fois que cette personne avait confiance et qu'il y avait eu ce rendez-vous, eh bien, la personne qui avait fait l'accueil, elle prenait le temps de la mettre en relation avec d'autres personnes de la communauté. Et ça permettait de créer des premiers liens interpersonnels et d'ainsi d'avoir ces bulles de confiance qui se propagent au fur et à mesure du processus d'onboarding dans la communauté. Et donc, pour moi, c'est un point qui est essentiel, c'est lorsqu'on arrive, ne pas faire que la personne arrive directement dans un groupe, mais que la personne puisse arriver avec des premiers liens avec quelques personnes et ainsi se sentir en confiance, se sentir en sécurité, se sentir en légitimité pour que ensuite tout cela se propage. Donc là, moi, j'aimerais pareil vous proposer de partager peut-être vos expériences sur vous, dans vos processus d'accueil, comment vous instaurez ces piliers de confiance, de sécurité et de légitimité et qu'est-ce qui pourrait nous intéresser pour les mettre en place, nous, dans nos propres communautés. Alors, déjà, j'avais jamais vu aborder l'onboarding de cette manière-là, donc c'est vraiment chouette. Et en effet, moi, je retrouve dans mes pratiques un petit peu ces 3 piliers à chaque fois. Donc est-ce que tu peux nous remettre les 3 piliers sous les yeux? Ouais. C'est vrai que sur la partie confiance, moi, je sais qu'il y a certaines communautés où je fais rentrer par batch, ce qui permet aux personnes d'être un peu en cohorte et d'avoir l'impression un peu de participer, d'être un petit groupe entre eux avant. Et du coup, il y a souvent un live, ce qu'on appelle les webinaires d'onboarding, un live entre un groupe de personnes. Ça fonctionne du tonnerre dans les communautés où je le fais. Généralement, quand je fais ça, alors c'est chiant, je vous l'accorde, parce que ça veut dire qu'il faut dire la même chose très souvent. Tu as les mêmes questions, etc. Mais en fait, quand tu donnes un petit peu de toi comme ça et que tu le fais, en fait, déjà, moi, je trouve que c'est assez boostant comme exercice. Même s'il y a des semaines où j'ai pas envie de le faire ou des mois où j'ai pas envie de le faire, ça dépend de la fréquence. Mais cette partie confiance, moi, je dirais comme ça, de cette manière-là. Je sais pas si d'autres personnes ont ça. Sur la partie légitimité, ça me faisait beaucoup penser à la partie badge, ça fait évidemment penser à la partie gaming, enfin gamification. Exactement, ouais. Mais je me demandais, moi, je mets souvent la partie time to value et aha moment, je sais pas si ça te parle dans la partie onboarding. Je sais pas si tu le mets dans sécurité ou légitimité, ça. Pas vraiment, parce que ça serait confiance encore? Je pense que le time to value, c'est dans la confiance. Okay. Mais le aha moment, pour moi, c'est autre chose qu'on voit peut-être moins dans ces piliers, mais qui est
une fois que j'ai vécu ça, j'ai envie de le revivre et je sais à quel point je vais pouvoir revivre ce genre de moment. Et c'est un peu la première bonne impression. Ouais, c'est Mais ça. ça ne va pas nous permettre de mieux coopérer. Ça va nous permettre d'avoir envie de rester dans la communauté. Mais pour moi, ce n'est pas un élément qui va nous permettre de mieux C'est de faire la ensemble. légitimité, mais c'est la légitimité de la communauté. C'est pas la légitimité du. Voilà. Aurore, je vois que tu lèves la main. Oui, en fait, par rapport au pilier sécurité, j'ai un petit peu du mal à imaginer comment ça peut s'appliquer dans une communauté, par exemple, avec des entrepreneurs. Est-ce que le fait de mettre en place une charte dès le départ avec les bonnes pratiques, ce qui est accepté, ce qui n'est pas accepté, est-ce que ça fait partie des choses qui peuvent sécuriser du coup? Ah, carrément. Ça, c'est l'un des grosses composantes pour la sécurité, c'est d'avoir un cadre qui soit clair. Et lorsque je rentre dans la communauté, moi, quand je rentre dans une communauté et que je ne sais pas ce qu'il faut faire, quelles règles utiliser, si j'ai le droit, là, si c'est un truc d'entrepreneur, est-ce que j'ai le droit de parler de mon business et faire de la pub sur mon business, etc. Si je ne sais pas ces règles-là, bah, en fait, je ne me sens pas en sécurité. Et du coup, je vais être beaucoup moins proactif à mettre des messages parce que si je ne sais pas comment interagir, bah, je ne vais pas interagir. Donc ça, c'est notamment le cadre, c'est un super point. Et là, je vois Anne-Claire qui dit à faire valider par les nouveaux arrivants. Ça aussi, c'est un point qui est essentiel. C'est lorsqu'on s'engage à quelque chose, d'avoir un geste qui permette de le faire. Et donc, du coup, par exemple, valider, je sais je connais des communautés qui font vraiment signer. Donc c'est chiant parfois à faire, disons-le, mais en fait, c'est génial de dire « Ok, je prends le temps de bien lire le document et de le rendre signé ». Et ça, cet engagement-là, en fait, de le dire pour soi, c'est important, mais c'est aussi important de le dire pour les autres. Et donc, par exemple, lorsque l'on sait que lorsqu'on rentre dans une communauté, dire « Ok, bon, bah, je m'engage à être dans la communauté », et en fait, d'une manière ou d'une autre, ça peut être au travers d'une signature de quelque chose, mais aussi d'autres manières, de dire « Ok, sachez que, bah, mettons, si je prends ton exemple de communauté d'entrepreneurs, bah, je m'engage à que s'il y a une question posée sur mon business, bah, j'y réponde dans la semaine. » Et ben ça, c'est quelque chose de hyper fort et que ça peut être fait de manière formelle ou informelle, mais d'avoir ce type d'engagement-là aussi et de le mentionner, ça aide beaucoup à l'engagement dans une communauté. Merci. Je pense qu'on peut passer au prochain principe. Quatrième principe. Alors, pour le quatrième principe que je souhaitais vous partager, c'est un principe sur la structure de votre communauté pour mieux ensuite l'animer. Ce que j'ai compris en allant dans toutes ces différentes communautés, c'était que les communautés, c'est fractal. Dès que vous prenez une communauté, à l'intérieur, il y a des sous-communautés. Et à l'intérieur de ces sous-communautés, il y a encore des sous-communautés. Vous prenez un groupe de 100 personnes, dedans, il y a des groupes de 50 personnes, des sous-groupes de 20 personnes, des sous-groupes de 10 personnes, jusqu'à l'échelon le plus petit qui est l'individu et surtout le binôme. Et ce que je me suis rendu compte, et notamment il y a des études scientifiques qui le montrent aussi, c'est que en fait, la cohésion de la communauté, elle repose sur la cohésion de l'échelon inférieur. En gros, votre communauté, elle va être de 50 personnes, elle va être soudée. Si vous avez à l'intérieur des sous-communautés de 20 personnes qui sont soudées, qui ont également des sous-communautés de 10 personnes qui à l'intérieur sont soudées. Et donc, pour ça, ça demande pour moi 3 choses. La première, c'est de soigner les échelons inférieurs. Et c'est notamment les binômes. On parle beaucoup de buddy ou de mentor, etc. Eh bien, ça, c'est des éléments qui sont essentiels. Et à mettre en place, c'est pour moi vraiment l'une des premières choses qui sont entre guillemets faciles à faire et qui sont pourtant extrêmement importantes pour une communauté. Et donc ça, il faut vraiment les choyer, ces échelons-là de 2-3 personnes, il faut les choyer. Le deuxième point, c'est de nourrir les liens entre les sous-communautés. En effet, ce qui est génial, mais ce qui est aussi un grand danger, c'est que si vous avez des sous-communautés qui sont fortes, eh bien, c'est qu'après, il y a une sorte de guerre de clans et qu'on peut beaucoup voir, notamment dans les entreprises, qui sont des communautés à part entière, de départements qui se tirent un peu la bourre, etc., qui se mettent des bâtons dans les roues. Et donc ça, dans une communauté, ça peut aussi vite arriver. Vous avez tellement soigné ces sous-communautés qu'ensuite, il n'y a plus cette connexion entre les sous-communautés. Donc ça demande 2 choses. Ça demande de créer du lien entre les sous-communautés, de dire, ah ben voilà comment, je ne sais pas, sur une communauté, il y a souvent des communautés qui ont des sous-communautés géographiques. Comment vous créez du lien entre les sous-communautés géographiques? Donc il y a ce premier point-là, nourrir les liens entre les sous-communautés. Et le deuxième point, c'est de maintenir ce qu'on appelle un égrégore.
Un égrégore, c'est un terme compliqué, mais pour dire quelque chose que tout le monde connaît, c'est ce sentiment collectif. Ce sentiment de dire qu'on appartient à la même chose, au même endroit, au même moment. Faire des lives qui réunissent tout le monde, c'est des éléments extrêmement forts. Avoir un élément en présentiel ou en distanciel qui va permettre de vivre un moment où tout le monde sait quoi faire au même endroit, au même moment, c'est quelque chose d'hyper fort. Je vais vous prendre un exemple, mais complètement décalé. Moi, j'ai un ami qui, là, il y a quelques mois, enfin quelques semaines, a fini le ramadan. Et il me disait, mais en fait, c'est hyper fort de se dire que dans le monde entier, on est au même moment à prier dans la même direction. Et ça me donne un sentiment d'appartenance à ma communauté qui est hyper forte. Eh bien, comment on peut s'inspirer de ça dans notre communauté à se dire, en fait, au même moment, au même endroit, on va faire la même chose. Et même si on n'est pas au même, on n'est pas en présentiel au même endroit, mais comment je peux sentir cette sensation collective? Donc voilà, c'est ça l'égrégore. C'est quand on tape tous ensemble dans les mains à un concert. C'est quand on chante tous ensemble lorsqu'on va voir son club de foot préféré. Et ça, il y a cette entité collective. Et comment on arrive à recréer cette entité collective-là dans nos communautés? C'est un point qui est hyper important et qui va permettre de cultiver ces différentes échelles. Et donc pour ça, moi, je voulais vous donner un exemple. C'est celui des compagnons du devoir. Les compagnons du devoir, c'est une communauté qui est aussi quand même assez extraordinaire. Pour la petite histoire, ils ont été créés à partir de la création des cathédrales. En fait, les cathédrales, ça prenait beaucoup plus de temps que la vie d'un homme pour être construite. Et du coup, les ouvriers se sont dit, mais il faut qu'on arrive à partager notre savoir-faire au fur et à mesure des générations. Donc, ils ont commencé à créer un processus d'apprentissage entre eux. Et c'est devenu aujourd'hui les Compagnons du Devoir, qui est l'un des organismes de formation ouvriers les plus reconnus en France. On dit souvent qu'ils forment les meilleurs ouvriers de France. Et leur processus, il repose sur une communauté, notamment avec des maisons compagnoniques. Et moi, ce qui m'a énormément plu chez les compagnons, c'est de voir à quel point ils prenaient soin des sous-communautés. Il y a la communauté globale des compagnons, qui réunit des milliers de personnes à travers la France. Et dans cette communauté, il y a des sous-communautés qui s'appellent les pays et les coteries. Les pays et les coteries, c'est les différents métiers des compagnons. Et en fait, au sein de ces pays-là et de ces coteries, ce qui est assez fascinant, c'est de voir qu'ils ont notamment les fêtes compagnoniques. Et pour moi, c'est un super outil dans lequel on pourrait beaucoup s'inspirer dans nos propres communautés, business, etc. Puisque les fêtes compagnoniques, c'est quoi? C'est une fête où au début, tous les compagnons de ce pays, de ces coteries, donc les compagnons du même métier, se rassemblent. Ils vraiment célèbrent leurs particularités dans la communauté. Donc, voilà, les petits rituels qu'ils ont au sein des boulangers, au sein des maçons, au sein des charpentiers, etc. Tout ça, ils ont des spécificités à eux et ils les célèbrent pendant un temps donné, durant leur fête. Et à la fin de la fête, le soir, tous les pays et toutes les coteries sont conviés. Et donc là, il y a un moment de partage où notamment il y a un rituel collectif où là, on sent l'égrégore, où on dit « Ok, je ne suis pas juste un charpentier, je ne suis pas juste un maçon, je suis en fait avant tout un compagnon du devoir. » Et donc ça, c'est un élément qui est essentiel. Comment j'arrive à cultiver toutes les échelles de ma communauté? Et donc là, pareil, je suis sûr que vous avez certainement plein d'exemples à ça. Vous, comment vous nourrissez les différentes échelles de votre communauté au fur et à mesure du processus de vos membres? Est-ce que vous avez des retours d'expérience, des bons exemples, des belles histoires à raconter? Moi, ça me paraît vraiment une des choses les plus complexes, selon moi, dans l'exercice que j'ai à faire, c'est d'animer les sous-communautés, notamment parce que ça prend beaucoup de temps. Ou alors, il faut avoir une grosse équipe, ou alors, il faut avoir beaucoup d'ambassadeurs. Mais en tout cas, dans les moments où j'ai eu l'opportunité de pouvoir créer, je suis en train de le faire en ce moment même encore là. En fait, il y a des moments où ça prend, il y a des moments où ça prend pas. Il y a des moments où ça prend et puis ça s'arrête au bout d'un moment. Donc c'est toujours assez compliqué. En tout cas, j'ai pas réussi à en faire une qui soit aussi qui tienne autant dans le temps que celle des compagnons du devoir. Je sais pas, je suis hyper moi preneur de voir s'il y a des personnes qui réussissent vraiment à créer des sous-communautés qui marchent, quoi. Et je pense que ça nécessite un certain volume dans la communauté aussi, parce que les sous-communautés, quand elles sont vraiment petites,
d'expérience, en tout cas, moi, je vois qu'elles ont tendance à s'essouffler assez rapidement. Je sais pas si vous avez d'autres points de vue par rapport à ça, mais ou si toi, Hugo, t'as aussi des exemples où où toi, t'as eu des réussites ou. Ouais, j'ai un exemple d'une communauté, enfin, c'est même un même exemple pour deux. Il y a quelqu'un qui a levé la main ou pas? Oui, Je parle un peu moins. Bah, du coup, vas-y, je sais pas qui, mais allez-y. Anne-Claire. C'est un exemple. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est pas non plus, c'est pas un système, mais je fonctionne par projet. Par exemple, l'année dernière, j'ai organisé un événement pour toute ma communauté. J'ai fait appel à volontaires pour co-organiser avec moi, et ça a créé un noyau, donc une sous-communauté au sein de ma communauté, avec laquelle j'ai embarqué de manière plus forte, on va dire, tout au long de ce projet qui a duré 3 mois. Et maintenant, c'est une communauté qui a créé des liens spécifiques dus à cette expérience et qui continue de parler dans une sous-chaîne du Discord de certains sujets de manière privilégiée ou d'autres. Génial. Ça, c'est en effet merci pour le partage de cet exemple. Et ça permet de rebondir sur le fait de partager une expérience commune et du coup de fonctionner en projet. C'est quelque chose qui est génial et hyper utile quand c'est possible de le faire. Parce qu'en effet, le fait d'avoir partagé quelque chose en commun, ensuite, après, ça nous lie. Et voilà, l'exemple que je voulais partager, qui est un peu lié à ça, c'est comment, que ce soit au travers d'un projet, mais c'est plus facile lorsque c'est au travers d'un projet, mais on peut aussi le faire sans projet, c'est de vraiment mettre de l'énergie sur le binôme et le trinôme. Et notamment, il y a une entreprise qui crée des communautés apprenantes. Enfin, c'est un organisme qui crée des communautés apprenantes dans des entreprises. Et souvent, les entreprises, ce qu'elles demandent, c'est de dire, OK, voilà, on veut des communautés qui apprennent ensemble, etc. Et donc, on veut nous faire une stratégie où on va décliner ensuite cette stratégie dans chaque communauté, dans chaque département, etc. Ça va être super. Et en fait, cette organisation, à chaque fois, elle dit, non, on va faire l'inverse. C'est-à-dire qu'on va d'abord prendre les individus dans un département, on va le jouer sur un département, on va prendre les individus dans le département, on va leur apprendre à fonctionner en binôme, à apprendre en binôme. Ensuite, une fois qu'on a eu cette première étape, donc ça pourrait être un premier projet, apprendre en binôme, on va les apprendre, une fois qu'il y a vraiment des binômes apprenants, à les faire apprendre en collectif. Et là, ensuite, donc, il y a le côté apprentissage en collectif. Et ensuite, on va faire ça dans un deuxième département, dans un troisième département. Et une fois qu'on aura ça, eh bien, on pourra créer véritablement votre communauté apprenante, votre organisation apprenante avec toutes ces communautés. On ne va pas faire l'inverse. On va partir du bas avec des relations où on va vraiment prendre le temps de créer des liens interpersonnels, d'outiller les personnes sur ces sujets et ensuite faire monter tout ça. Et donc ça, je pense que c'est aussi un élément essentiel lorsque c'est en projet, mais pas forcément que en projet, c'est comment on outille d'abord et on prend soin des relations entre 2-3 personnes pour ensuite faire monter la mayonnaise plutôt que l'inverse. Et ça, je sais que c'est parfois difficile à faire entendre à une organisation, mais il faut parfois être patient et que lancer un gros truc pleine balle, c'est un moment important. Mais si on n'a pas mis tout le socle en amont pour permettre que cette communauté, elle prenne, on a souvent tout perdu ou alors on va avoir un gros effet d'annonce et puis ensuite, ça va se perdre. Et donc voilà, je sais que c'est difficile à entendre, mais de jouer le long terme sur une communauté et de savoir tirer son arc et de prendre le temps de faire des sous-communautés qui soient assez puissantes, c'est pour moi un élément qui est assez essentiel. Je trouve ça super intéressant aussi de partir du bas pour aller vers la stratégie derrière, parce que pareil, je me rends compte aussi pour avoir fait beaucoup de sous-communautés et d'avoir testé beaucoup de sous-communautés, que en fait, elles sont toutes très différentes les unes des autres en fait au final. Et en tout cas, ne serait-ce que parce qu'en fait, c'est des personnes différentes qui les managent. Ou en tout cas localement, souvent sur les communautés locales par exemple, en fait, va y avoir des gens qui vont vouloir faire les choses d'une certaine manière. Et vu que ça peut jamais être la même personne qui est dans toutes les communautés locales, parce qu'il y a personne qui habite à tous les endroits de la France en même temps, en fait, t'es obligé d'avoir des personnes différentes. Et du coup, ça donne des programmes complètement différents à chaque fois. Et du coup, si moi, j'arrive en étant la personne qui gère la communauté globale, je regarde un peu Mélissande au passage, qui a peut-être ces sujets-là, et qu'en fait derrière, en fait, tu t'imposes une stratégie à tout le monde. Il y a peut-être, enfin, je l'ai jamais testé, mais
mais il y a moyen que ça soit moins efficace que, en fait, si tu laisses tout le monde faire à sa manière et ensuite tu construis sur ta stratégie sur ce que tu vois. On revient un peu sur écouter les membres au final, un des premiers principes. Exactement. Ouais. Avec un ajustement permanent et la finesse, mais ça c'est toute la beauté du métier de l'animation de communauté, c'est voilà, comment on gère l'humain, quoi. C'est beau, c'est difficile, mais c'est génial. Je vois qu'il reste 8 minutes, donc on va aller pouvoir voir le dernier principe, et pour moi c'est un point qui est essentiel, c'est de définir ses frontières pour construire des ponts. Et là, j'aimerais vous partager une citation, qui est une citation longue de Barack Obama, qui dit « Si tout le monde est la famille, personne n'est la famille ». Et si je vous montre cette citation, c'est pour une raison. C'est que souvent, quand on fait une communauté, on a envie que tout le monde rentre dedans. On se dit, OK, plus elle va être grande, plus elle va avoir d'impact, plus elle va avoir des revenus, etc. Et en fait, moi, je suis persuadé de l'inverse. C'est-à-dire que, en fait, il faut avant tout avoir des personnes qui soient engagées et qui se reconnaissent vraiment dans votre communauté. Et c'est ça qui fera l'impact de votre communauté. C'est ça qui fera qu'elle pourra vivre dans le temps et que vous pourrez aussi y vivre de votre communauté. Et donc, pour ça, moi, j'aimerais vous partager un exemple qui m'a été, pour moi, hyper marquant, une petite anecdote. Cette école, c'est l'école de l'Alma Forest School. C'est une école dans la forêt qui est située tout au sud de l'Espagne. Et dedans, ils ont 150 enfants. 150, ça vous dit quelque chose, c'est le nombre de Dunbar, qui est en gros la taille maximale sur laquelle on peut avoir des relations authentiques avec les personnes. Et donc, dans cette école, ils sont 150. Mais surtout, ils ont un processus d'accueil extrêmement exigeant qui permet deux choses. Ça permet, premièrement, d'avoir des personnes qui soient réellement engagées. Ça, c'est un biais cognitif qu'on a, qui est le biais de l'effort. Plus on se donne de la peine pour entrer dans une communauté, plus on va s'y engager. Parce qu'on va se dire, en fait, je me suis donné du mal et donc, du coup, il faut que je profite de ce mal que je me suis donné et du coup, je vais m'engager dedans. C'est par exemple quand on paie une formation 1 000 €, souvent on va voir tous les épisodes de la formation. Alors que si on l'a gratuitement, on se dit ok, je vais partir, ça fait 10 minutes, ça ne m'intéresse pas, je vais partir. Et donc ça, c'est un point qui est essentiel, c'est avoir le fait de rentrer, d'avoir parfois peut-être du mal à rentrer, en tout cas de se donner de l'effort pour y rentrer, ça permet de créer de l'engagement. Et le deuxième point qui est essentiel, c'est que ça permet de créer un vrai sentiment d'appartenance et de juste tout simplement créer un écosystème, un lien dans votre communauté qui va être sain. Je vous donne une anecdote sur ça, c'est que dans cette école, à un moment, il y avait un jeune enfant qui voulait rentrer dans l'école et ça faisait plusieurs fois qu'il essayait d'entrer et là, il s'est dit, en fait, comme un e-book gratuit. Voilà, je lis en même temps, mais mon cerveau il s'est happé, mais donc je vais rester sur l'anecdote. Et donc, cet enfant-là souhaitait rentrer dans l'école. Il fait du coup une semaine, ils ont une semaine d'onboarding dans l'école. Et au bout d'une semaine, tout se passe bien. Sauf le dernier jour, là, l'enfant, il pète un câble. Il a un problème avec un enfant et il est extrêmement violent. Et du coup, le directeur, il va voir l'enfant, il convoque aussi les parents et il se demande ce qui s'est passé. Et puis, en fait, les parents expliquent qu'en fait, l'enfant, il a un petit problème avec la violence et qui peut être parfois extrêmement violent. Et en fait, l'école, là, elle se retrouve face à un dilemme. À la fois, ils veulent pouvoir accepter l'enfant parce qu'en fait, ils se disent, l'enfant, il mériterait, comme tout le monde, être à sa place dans l'école. Et ce n'est pas parce qu'il a un problème de violence qu'il ne pourrait pas être accepté. Mais d'un autre, comme leur pédagogie, elle repose sur l'autonomie des membres et que, en fait, aujourd'hui, les enfants, leur but, c'est qu'il n'y ait pas à chaque fois un prof qui soit derrière et qui puisse manipuler des outils, qui puisse voguer où ils veulent dans l'école, etc., sans qu'il y ait quelqu'un derrière. S'ils acceptaient l'enfant, ils remettaient en cause toutes les valeurs de l'école et toute la pédagogie qui s'adresse à l'ensemble des membres de l'école. Et du coup, avec beaucoup de tristesse et avec franchement une grosse difficulté, ils ont finalement décidé de refuser l'enfant dans l'école parce que ça allait mettre en danger l'ensemble de la communauté. Et je pense que pour moi l'avoir vécu personnellement et en avoir parlé avec pas mal d'animateurs et d'administratrices de communauté, il y a toujours un moment où parfois il y a un membre, on se dit ça pourrait être génial pour plein de raisons qui rentrent dans la communauté, mais on sent qu'il va pouvoir mettre en danger notre communauté. Et donc, lorsque ça arrive, je pense qu'il faut se poser la question de est-ce qu'on a les ressources pour bien l'accueillir? Et si on n'a pas les ressources, comment on lui dit non de manière simple, mais comment on définit nos frontières? Et ça, du coup, c'est la question que j'aimerais
avec laquelle j'aimerais finir pour vous, c'est en fait, quelles sont vos frontières? Qu'est-ce qui fait qu'une personne peut rentrer ou non dans votre communauté? Et ensuite, ce qui est important, c'est comment aussi j'arrive à construire des ponts, que ce soit ma communauté avec d'autres communautés, mais que ce soit aussi peut-être entre mes sous-communautés, parce que parfois, il y a aussi dans ma communauté des sous-communautés avec lesquelles il y a un processus bien spécifique et des frontières au sein même de ma communauté. Et là, comment je construis des ponts entre mes sous-communautés? Là, pareil, je suis sûr que vous avez plein d'histoires sur ça. Et je pense que voilà, si on peut peut-être prendre 1 ou 2 retours d'expérience sur le sujet, ça peut être assez nourrissant pour finir ce live. Je mets de mute pour éviter que tu te sentes trop seul et que le blanc soit trop long. Je vous laisse y réfléchir. Moi, ça fait partie encore des choses. Enfin, c'est intéressant, Hugo. Tu nous fais vraiment réfléchir. Bon, en tout cas, ça me fait vachement réfléchir. C'est peut-être aussi quelque chose sur lequel je pêche un peu et peut-être par aussi empathie ou gentillesse. Je sais pas exactement comment on peut dire ça, tu vois, mais en effet, c'est compliqué. Ça voudrait dire quoi? Ça sous-entendrait. En fait, ça me fait penser un peu au format des règles, des règlements, mais surtout, ça me fait aussi penser à l'acceptation des certains membres ou la vérification des profils un peu avant l'entrée dans une communauté, c'est ça? Notamment, ça, c'est un process qui peut être génial. Par exemple, il y a différents process, hein. Il y a la vérification du profil et du coup, quand tu es accepté, en fait, tu te sens vachement reconnu. Tu dis, ok, j'appartiens à cette communauté. Et donc là, c'est à nous de mettre les différents critères pour pas qu'on soit que avec les mêmes profils. Le but, c'est qu'il y ait de la diversité dedans et on peut aller chercher cette diversité de plein de manières différentes. Et d'ailleurs, c'était vu que lorsqu'on apporte de la diversité dans un groupe, ça apporte au groupe. Le groupe est plus intelligent, il arrive à répondre à des meilleurs objectifs, on s'y sent plus heureux aussi. Mais en revanche, être dans la diversité, c'est pas accepter toute la diversité, et c'est justement créer des espaces où on peut avoir après de la diversité, mais dans sa communauté, d'avoir vraiment un sentiment d'appartenance qui nous permet de créer sa propre tribu, sa propre communauté. Il y a Jessie qui lève la main. Oui, désolé, vous m'entendez? Ouais, on t'entend. Ok, désolée, avant je ne pouvais pas parler, j'étais en train de faire la cuisine, mais je vous écoutais. Moi, ça me parle beaucoup en fait tout ça par rapport à ma communauté, puisque moi j'ai une communauté de développeurs de jeux vidéo. Et en fait, c'est un sujet qui est super vaste et nous, on a fait le choix justement de faire ça, en fait, de fermer la porte un peu à certaines personnes. Et je pense que en fait, c'est en accord avec le point numéro 1 qui était sur la vision. Je sais plus c'était quoi le message, enfin bref, l'objectif en fait de la communauté, dans le sens où par exemple nous des développeurs ou des gens qui veulent rentrer dans l'univers du monde du jeu vidéo, il y en a plein avec des profils radicalement différents, notamment le fait d'être par exemple de devenir salarié dans le monde du jeu vidéo ou de créer son propre jeu. Le fait de vouloir créer son propre jeu, ça peut être juste pour le loisir ou ça peut être pour justement en vivre. Et nous, voilà, notre communauté, c'est dans le but, par exemple, d'en vivre, en tout cas de commercialiser ça. Et quand on a au début accepté tout le monde, on s'est rendu compte que on répondait mal aux besoins, parce que quelqu'un qui a des besoins pour créer un jeu pour le fun, ou quelqu'un qui veut créer un jeu parce qu'il aimerait le vendre, c'est pas les mêmes ressources, c'est pas les mêmes activités qu'on met en place, c'est pas la même chose. Et donc, voilà, je trouve que c'est assez important, en effet, de pouvoir cadrer le truc. Ça me fait beaucoup penser aussi à la communauté qu'on gère dans le cadre de cette de ce live communitif. Ouais. Là, moi, je la run de manière assez comment dire, naturelle, sans mettre trop de stratégie en place. J'essaie de pas trop intellectualiser le truc, mais c'est vrai que du coup, on a des profils très très différents, voire des personnes qui rentrent parfois, qui sont juste curieux. Et parfois, en fait, j'en vois les limites où je me dis, est-ce que ça va marcher? Alors, pour le moment, ça marche, mais c'est des questions qui sont très intéressantes de poser, et du coup, je me les pose à fond en ce moment même. Donc, c'est cool. Merci pour ça. Je sais pas s'il y a d'autres personnes qui
Trop bien. Bah, du coup, on va pouvoir passer à un petit mot de